tu commandes en Chine, ne te déplace pas pour payer. Paiement rapide via Alipay. Taux avantageux, 1 yuan égale 85 francs CFA. Service rapide, fiable et sécurisé. Contacte-nous sur WhatsApp 07 59 24 94 11. On vous attend! Chers abonnés du Compte Africain 225, pour nous encourager, aimez cette vidéo pour nous motiver. Bisous! Bienvenue sur le Compte Africain 225. Mon petit Kosivi, pose ce seau. Tu as mangé aujourd'hui? Pas encore, maman. Dans le quartier d'Agbelouvé à Tsévié, Mama Ayele élève seule son petit-fils Kosivi depuis que sa mère l'a abandonné. Chaque jour, la vieille femme vend du gari au marché pour quelques francs CFA. La pauvreté écrase cette famille, mais l'amour de la grand-mère garde l'enfant en vie, un amour qui ne suffit pas contre la cruauté du monde. L'école devient un enfer quotidien. Kosivi porte les mêmes vêtements rapiécés toute l'année. Ses camarades le surnomment le clochard, se moquent de son odeur, de ses cahiers déchirés. Chaque rire cruel s'enfonce comme un couteau dans son cœur d'enfant. Les blessures de l'humiliation ne cicatrisent jamais vraiment. Tu es un bon garçon, Kosivi. Repose-toi, maman. Je vais te soigner. Les années passent. Mama Ayele vieillit, tombe malade. Kosivi travaille comme manœuvre pour quelques francs, mais ne peut même pas lui acheter des médicaments. Il la regarde souffrir, impuissant. La rage grandit en lui contre ce monde injuste qui condamne les pauvres à mourir dans la misère et la douleur. À 19 ans, Kosivi ose déclarer son amour à Akouvi. Il a économisé pendant des semaines pour un modeste bracelet. Mais elle le rejette avec cruauté devant ses amis. Les rires résonnent comme des coups de fouet. Ce jour-là, quelque chose se brise définitivement en lui. L'amour devient synonyme d'humiliation. Delali était sa première vraie copine, une serveuse de maquis. Il dépensait tout son maigre salaire pour la rendre heureuse, lui offrant des pagnes et des sorties qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais ce soir, il la découvre dans les bras passionnés d'Agbeko, un riche banquier. Elle lui rit au visage sans pitié. « Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Une vie de misère ?» La trahison achève de détruire son cœur déjà meurtri. Pourquoi eux et pas moi? Qu'ont-ils fait de plus? Je veux cette vie! Je la mérite aussi! Chaque soir, Kosivi erre dans les rues de la ville, observant avec envie dévorante la vie des riches. Leurs voitures luxueuses, leurs villas magnifiques, leurs femmes élégantes. L'injustice le consume comme un cancer. Pourquoi eux ont-ils tout et lui rien? Il n'a jamais demandé à n'être pauvre dans cette famille brisée. Cette obsession de la richesse et du pouvoir commence à consumer son âme petit à petit. Dimanche après dimanche, Kosivi regarde les couples heureux sortir de l'église Sainte-Anne. Les hommes riches au bras de leurs belles épouses, couverts de bijoux et de sourires. Personne ne le regarde, personne ne le voit. Il est devenu invisible, un fantôme parmi les vivants. Le rejet constant et la solitude absolue creusent un vide immense et terrifiant en lui. Cette solitude devient insupportable, suffocante, mortelle. Après une dernière humiliation insupportable avec Delali, Kosivi prend la décision fatale d'en finir avec sa vie. Il marche vers la forêt sacrée interdite, celle que tous les anciens du village évitent en murmurant qu'elle abrite des esprits malveillants et des forces obscures. Mais il n'a plus peur de rien, car celui qui a décidé de mourir ne craint plus aucun danger. Il porte une vieille corde. Son cœur est déjà mort. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance dans ma vie? Je ne veux plus! Je ne veux plus vivre ainsi! Au pied du majestueux Iroko sacré, Kosivi laisse enfin exploser toutes les larmes retenues pendant tant d'années de souffrance. Il pleure pour son père invisible qu'il n'a jamais connu, pour sa mère Ablavi qu'il a cruellement abandonnée, pour la pauvreté écrasante, pour toutes les humiliations subies, pour cet amour qui lui fut toujours refusé. Il pleure jusqu'à n'avoir plus une seule larme. Le vide l'engloutit totalement et définitivement.
Kosivi, je t'attendais depuis si longtemps. Qui qu'est-ce que tu es? Soudain, l'air de la forêt devient glacial, comme la mort. Un silence surnaturel et oppressant écrase toute vie. Des ténèbres profondes entre les arbres anciens émerge lentement une créature monstrueuse qui défie toute description humaine. Ses yeux de braise incandescente percent directement l'âme terrorisée de Kosivi. Elle connaît son nom, elle connaît toute sa douleur. Le destin du jeune homme bascule dans l'horreur absolue. Le diable est venu. La créature démoniaque s'approche de Kosivi paralysée par une terreur absolue. Sa voix résonne directement dans son crâne, comme venue de partout à la fois. Elle connaît tout de lui, ses souffrances cachées, ses désirs inavoués, ses humiliations secrètes. Une force invisible l'empêche de fuir. Le jeune homme comprend qu'il est face à quelque chose d'ancien et de terriblement maléfique, une entité qui l'attendait depuis sa naissance même. L'entité maléfique déploie devant les yeux ébahis de Kosivi des visions enchanteresses de tout ce qu'il a toujours désiré au plus profond de son âme. Des voitures rutilantes, des villas somptueuses, des liasses d'argent et surtout ces femmes magnifiques qui l'ont toujours rejeté et humilié. La créature connaît parfaitement ses faiblesses. Elle sait exactement quel fils tirer pour manipuler ce cœur brisé par des années de souffrance et de rejet cruel. Le démon révèle enfin le prix terrible de son offre tentatrice. Il veut entrer dans le corps de Kosivi lors de chaque rapport intime avec une femme. À travers lui, il dévorera leur essence vitale, leur chance et leur étoile. Une partie de Kosivi, celle élevée par Mama Ayele dans la foi et le respect des ancêtres, hurle de refuser ce pacte maudit. Mais cette voix est étouffée par des années de rage, de souffrance et de désespoir accumulés. Les souvenirs douloureux déferlent dans l'esprit tourmenté de Kosivi comme un torrent de lave brûlante. Chaque visage moqueur, chaque rire cruel, chaque rejet humiliant. Akouvi qui a jeté son bracelet par terre. Delali qui l'a trompé avec Agbeko sans aucune honte. Toutes ces femmes qui ne voyaient en lui qu'un misérable clochard indigne d'amour. La rage consume ce qui reste de sa conscience morale. Le désir de vengeance aveugle définitivement sa raison et son humanité. Sans plus réfléchir aux conséquences terribles, aveuglé par le désespoir et la soif de revanche, Kosivi prononce les mots fatidiques et saisit la main ténébreuse du démon. L'énergie surnaturelle explose entre eux comme la foudre. Le pacte infernal est scellé dans le sang de son âme. Il n'y a plus de retour possible désormais. En cet instant précis, Kosivi vend son humanité contre des promesses de richesse et de pouvoir, ignorant le prix monstrueux qu'il devra payer. Ah, ça brûle! La douleur passera, mais je serai en toi pour toujours. Ce qui suit est une agonie au-delà de toute description humaine possible. L'entité démoniaque pénètre violemment le corps de Kosivi, déchirant et recousant chaque fibre de son être dans une douleur inimaginable. C'est comme si son âme était arrachée de sa chair, puis recollée d'une manière nouvelle et corrompue. Il hurle sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Quand la torture cesse enfin, il n'est plus seul dans son propre corps. Quelque chose d'obscur habite désormais en lui. Kosivi se relève lentement, transformé à jamais. Quelque chose a changé en lui de façon fondamentale. Ses mouvements sont plus assurés, plus fluides comme ceux d'un prédateur. Une confiance nouvelle et sombre irradie de tout son être. Quand il regarde son ombre sur le sol de la clairière, deux yeux rougeoyants le fixent en retour. L'entité est là, tapie au fond de lui, attendant patiemment le moment de se manifester. Le pacte est scellé. La chasse peut commencer bientôt. Les semaines qui suivent le pacte sont miraculeuses en apparence. Un appel téléphonique inattendu offre à Kosivi un poste prestigieux dans une grande entreprise de construction à Lomé, un dossier oublié depuis 2 ans. Son salaire est multiplié par 10 instantanément. Les opportunités pleuvent sur lui, comme par enchantement surnaturel. L'ancien miséreux en haillons est devenu un jeune cadre prometteur en costume élégant. La malédiction porte ses fruits empoisonnés, mais délicieux en surface. L'argent afflue vers Kosivi comme attiré par un aimant invisible et surnaturel. Des investissements miraculeux, des héritages inattendus, des promotions fulgurantes. Il quitte la case misérable de sa grand-mère pour un appartement luxueux à Edzrana-Woe. Il achète sa première Mercedes-Benz rutilante.
Chaque regard admiratif qu'il reçoit maintenant efface une humiliation passée. Mais au fond de lui, l'entité attend patiemment, affamée, prête à réclamer sa part sanglante du terrible marché conclu. Les femmes qui l'auraient ignoré autrefois avec mépris affluent maintenant vers Kosivi comme des papillons vers une flamme mortelle. Dans ce club huppé de Lomé, Essie, une magnifique mannequin, succombe à son nouveau charme envoûtant. Elle ne sait pas qu'elle sera la première victime sacrifiée sur l'autel du pacte démoniaque. Quand ils quittent le club ensemble, l'entité tapie dans l'ombre de Kosivi se réveille affamée. Cette nuit, elle va enfin se nourrir de son essence vitale. Ton appartement est magnifique. Tu vis seul ici? Oui. Mais ce soir, je suis heureux de ne pas être seul. Dans son luxueux appartement dominant les lumières de Lomé, Kosivi joue parfaitement son rôle de séducteur fortuné. Essie, éblouie par tant de richesse et de charme, ne perçoit pas le danger mortel qui l'attend. Elle ne voit pas les yeux rougeoyants qui brillent furtivement dans l'ombre de son hôte. Elle ignore qu'elle est la proie parfaite d'un prédateur surnaturel affamé depuis trop longtemps. Le champagne coule, les sourires s'échangent, le piège se referme inexorablement. Je te veux, Kosivi. Enfin, elle est à moi. Au moment où leurs corps s'apprêtent à s'unir, Kosivi sent une force irrésistible le repousser à l'arrière de son propre esprit. C'est comme être prisonnier dans sa propre chair, spectateur impuissant de ses propres actions. L'entité prend le contrôle total, utilisant son corps comme véhicule pour accomplir son œuvre maléfique. Les yeux de Kosivi brillent d'un éclat rouge fugace. Essie, perdue dans le désir, ne remarque pas que l'homme au-dessus d'elle n'est plus vraiment humain. Ce que les yeux humains ne peuvent voir se déroule dans le monde spirituel. Une aura dorée, lumineuse et pure, l'essence vitale d'Essie est lentement arrachée de son corps. Sa chance, son étoile, tout ce qui fait la valeur invisible de son existence est aspiré à travers Kosivi par l'entité vorace. Elle ressent une fatigue inexplicable, une étrange sensation de vide qui grandit en elle. Mais elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre ce qui lui est volé cette nuit maudite. C'est fait, mais je ne ressens rien. Aucun plaisir. Pourquoi ce vide en moi? Ce n'était pas censé être ainsi. L'aube se lève sur Lomé, froide et grise comme l'âme de Kosivi. Essie dort d'un sommeil anormalement profond, son visage visiblement plus pâle qu'hier soir, des cernes sombres sous ses yeux fermés. Kosivi la regarde sans rien ressentir. Aucun plaisir, aucune satisfaction, aucune connexion. L'acte qu'il vient de commettre lui semble irréel, comme s'il n'y avait pas vraiment participé. Un vide immense et glacial commence à s'installer en lui. C'est le début de sa propre damnation silencieuse. Le matin révèle la transformation subtile mais terrible. Essie rassemble ses affaires dans un état second, désorienté et inexplicablement épuisé. Elle attend un geste tendre de Kosivi, un au revoir affectueux, mais il reste de marbre, distant comme un étranger. Elle quitte l'appartement sans comprendre pourquoi elle se sent si vide à l'intérieur. Elle ne sait pas encore que sa vie vient de basculer dans le malheur. La malédiction est en marche désormais. Rien ne l'arrêtera plus. Une semaine après cette nuit fatidique, la déchéance d'Essie commence de façon spectaculaire et effrayante. La mannequin rayonnante qui faisait tourner les têtes est devenue une ombre d'elle-même. Son teint s'est terni, ses yeux ont perdu leur éclat, son corps s'est amaigri. Les photographes qui se battaient pour travailler avec elle annulent leur contrat un par un. Ses poses, autrefois naturelles, sont maintenant maladroites et forcées. Sa carrière s'effondre comme un château de cartes sous la pluie maudite. 2 mois plus tard, la descente aux enfers d'Essie atteint son point final tragique. La belle mannequin n'est plus qu'une coquille vide internée dans le service psychiatrique de l'hôpital de Lomé. Elle ne reconnaît plus sa propre mère qui pleure à son chevet chaque jour sans comprendre. Les médecins parlent de dépression sévère, de psychose inexplicable, mais aucun diagnostic ne capture la vérité horrible. Son essence a été dévorée. Son étoile est éteinte. Essie est la première victime du pacte démoniaque de Kosivi. Pendant qu'Essie sombre dans la folie à l'hôpital psychiatrique, Kosivi poursuit sa chasse macabre sans remords ni conscience. Lors d'une conférence d'affaires prestigieuse, il repère sa prochaine proie, Mawuena, une brillante avocate aux yeux vifs et à l'esprit aiguisé. Elle représente tout ce qui l'intimidait autrefois.
Mais maintenant, armé de sa richesse surnaturelle et de son charme emprunté, il l'approche avec l'assurance d'un prédateur. Elle ne voit que le beau jeune homme fortuné. Pas le monstre qui habite son ombre affamée. Un mois de fréquentation parfaitement orchestrée aboutit à ce week-end romantique à Cap-Alimé, dans la région montagneuse du Togo. Kosivi a joué son rôle à la perfection. Gentleman attentionné, amant patient, confident idéal. Mawena est tombée profondément amoureuse de cette façade méticuleusement construite. Ce soir, dans la chambre de l'hôtel de luxe qu'il a réservé, elle lui offrira son corps en toute confiance. Elle ignore que c'est exactement ce que l'entité attendait, avec une patience démoniaque. La deuxième victime s'offre innocemment au sacrifice. Le schéma infernal se répète avec une précision terrifiante. Cette nuit, à Cap-Alimé, l'essence brillante de Mawena est dévorée sans pitié. Dans les semaines qui suivent, son déclin est encore plus rapide et brutal qu'Essie. Des erreurs judiciaires impardonnables, des crises de nerfs en plein tribunal, un licenciement humiliant. La brillante avocate n'est plus qu'une épave. Kosivi a maintenant 2 victimes à son tableau de chasse macabre. Et l'entité en réclame toujours plus, jamais rassasiée de cette nourriture d'âme volée. Adjoa est une étoile montante de la musique afro-pop togolaise. Sa voix magnifique et son charisme naturel lui promettent une carrière internationale brillante. Ce soir, elle remarque Kosivi dans la foule, cet homme riche et mystérieux dont tout le monde parle. Elle est attirée par son aura de pouvoir et de richesse. Dans sa naïveté d'artiste passionné, elle ne voit pas le prédateur calculateur qui se cache derrière le sourire charmeur. Elle s'approche volontairement de sa propre destruction sans le savoir. Cette nuit-là, l'entité ne se contente pas de dévorer l'essence vitale générale d'Adjoa. Elle cible spécifiquement son don le plus précieux, sa voix magnifique, ce talent qui devait la mener au sommet de la gloire. Les cordes vocales, le souffle, l'âme même de son chant sont aspirés à travers le corps possédé de Kosivi. L'aura dorée concentrée dans sa gorge s'écoule comme du miel empoisonné. Elle ressent une brûlure inexplicable, mais l'attribue à la passion du moment. Elle ne sait pas que son rêve meurt en cet instant précis. Une semaine après cette nuit fatale, Adjoa entre en studio pour enregistrer son album tant attendu. Mais dès les premières notes, l'horreur se manifeste. Sa voix autrefois cristalline et puissante est devenue faible, éraillée, fausse. Les médecins ORL ne trouvent aucune explication médicale. Ses cordes vocales sont physiquement intactes. Mais sur le plan spirituel invisible, elles sont mortes, vidées de leur essence magique. Les contrats sont annulés un à un. Son rêve musical s'effondre en cendres amères et incompréhensibles. En désespoir de cause, Adjoa se tourne vers les guérisseurs traditionnels et les prêtres vaudins, ces gardiens des savoirs ancestraux. Un vieux sage examine son aura spirituelle et recule horrifié devant ce qu'il perçoit. Un vide là où aurait dû briller son étoile, une essence arrachée par des griffes surnaturelles. Il lui dit la vérité terrible qu'aucun médecin moderne ne peut diagnostiquer. Elle a été la victime d'un pacte démoniaque. Une partie de son âme a été dévorée et ne reviendra jamais. Adjoa sombre dans le désespoir total. 6 mois plus tard, la transformation est complète et dévastatrice. Adjoa, l'étoile montante de la musique togolaise, n'est plus qu'une épave alcoolique hantant les bars miteux de Lomé. Elle noie sa douleur dans le tchakpalo bon marché, racontant à qui veut l'entendre qu'un démon lui a volé sa voix. Les gens la prennent pour une folle, une artiste qui n'a pas supporté l'échec. Personne ne connaît la vérité horrible. Elle est la 3e victime sacrifiée sur l'autel du pacte maudit de Kosivi. 3 femmes et je ne ressens toujours rien. La richesse, le pouvoir, tout est vide. Qu'ai-je fait ? Après 3 victimes, Kosivi commence à réaliser l'horrible vérité de son pacte. Chaque nuit passée avec ces femmes ne lui apporte aucune satisfaction réelle, aucune connexion humaine, aucun plaisir authentique. C'est comme manger sans goûter, comme toucher sans sentir. L'entité utilise son corps, mais lui vole l'expérience même. Il possède tout ce qu'il a toujours désiré. L'argent, le succès, les femmes magnifiques. Mais son cœur reste désespérément vide, son âme irrémédiablement morte. Le rêve est devenu un cauchemar éveillé dont il ne peut s'échapper. Le hasard, ou peut-être le destin cruel, fait croiser le chemin de Kosivi avec Kokuvi, cette ancienne camarade de classe qui avait été particulièrement cruelle envers lui.
Elle qui inventait des surnoms humiliants, qui répandait des rumeurs sur sa pauvreté et son hygiène, qui rendait ses années d'école encore plus misérables. Elle ne le reconnaît pas immédiatement dans cet homme élégant et fortuné. Mais quand elle réalise qui il est, son attitude change instantanément. L'intérêt remplace le mépris. Elle ne sait pas qu'elle vient de sceller son propre destin tragique. Kokuvi passe la soirée à flirter ouvertement avec Kosivi, réécrivant l'histoire dans sa tête, prétendant avoir toujours vu son potentiel. Elle ne fait aucune mention de ses cruautés passées, espérant qu'il les a oubliées. Mais Kosivi n'a rien oublié. Chaque insulte, chaque ricanement, chaque regard méprisant reste gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. Pour les autres victimes, il ressentait peut-être une once de regret. Mais pour elle, il n'éprouve qu'une satisfaction froide et calculée. Elle va payer pour toutes ces années de souffrance. Cette nuit-là, l'entité se nourrit de Kokuvi avec une férocité particulière, comme si elle ressentait la rage vengeresse de son hôte. L'essence n'est pas doucement aspirée, mais violemment arrachée, déchirée de son corps en lambeaux spirituels. Kokuvi ressent une douleur inhabituelle malgré l'intimité, des larmes involontaires coulent de ses yeux fermés. Au niveau subconscient, elle perçoit le mal qui la dévore. C'est plus qu'un simple vol d'essence, c'est une punition cruelle pour toutes ses cruautés passées. La vengeance de Kosivi est complète et terrible. La chute de Kokuvi est la plus rapide et brutale de toutes les victimes. En quelques semaines, elle perd tout, son emploi sur accusation de détournement qu'elle n'a pas commis, son fiancé qui découvre des photos compromettantes mystérieuses, sa famille qui la renie croyant aux rumeurs. Elle finit par errer dans les rues de Tsevier, à moitié folle, méconnaissable. L'ironie cruelle est parfaite. Les enfants la montrent du doigt et se moquent d'elle exactement comme elle se moquait du jeune Kosivi pauvre. Le karma s'est manifesté de la façon la plus terrible possible. Sena est différente des autres femmes que Kosivi a ciblées. C'est une infirmière dévouée qui travaille à l'hôpital le jour et comme caissière le soir pour joindre les deux bouts. Contrairement aux autres, elle n'est pas impressionnée par sa richesse ni intéressée par son argent. Elle le traite simplement avec la même gentillesse professionnelle qu'elle offre à tous les clients. Son sourire est authentique, sans calcul. Sa fatigue est celle du travail honnête. Pour un bref instant, Kosivi ressent quelque chose qu'il croyait mort, une connexion humaine véritable. Kosivi commence à fréquenter l'hôpital sous prétexte de visite médicale, mais en réalité pour observer Sena travailler. Il la voit soigner les patients avec une compassion authentique, consoler les familles endeuillées, travailler des heures supplémentaires sans se plaindre. Sa bonté n'est pas une façade comme celle qu'il a appris à porter, c'est qui elle est vraiment. Pour la première fois depuis le pacte, une petite voix en lui murmure de la laisser tranquille, de ne pas détruire cette lumière pure. Mais l'entité affamée ne connaît pas la pitié. Contre toute attente, Kosivi développe quelque chose de réel pour Sena. Pour la première fois depuis le pacte, il ne joue pas entièrement un rôle. Ses conversations avec elle ne sont pas calculées pour séduire, mais authentiquement intéressées. Elle lui parle de sa vocation d'infirmière, de son désir d'aider les gens, de sa foi simple en la bonté humaine. Et il l'écoute vraiment, ressentant un écho lointain de l'homme qu'il était avant. Mais dans son ombre, l'entité démoniaque gronde d'impatience, réclamant cette âme pure avec une avidité particulière. Tu oses me refuser? Elle sera mienne ou tu souffriras éternellement! Je t'en supplie, pas elle, pas Sena! L'entité ne tolère pas la rébellion. Chaque nuit où Kosivi refuse d'amener Sena dans son lit, il endure des tortures surnaturelles indescriptibles. Des douleurs fantômes qui déchirent chaque nerf, des cauchemars si réalistes qu'il se réveille hurlant. Une fatigue spirituelle qui aucun sommeil ne peut soulager. Le démon lui montre des visions horrifiques de ce qu'il fera à Sena s'il ne coopère pas. Des images si terribles que Kosivi vomit. Mais malgré cette torture nocturne épouvantable, il tient bon, protégeant cette femme innocente avec ce qui reste de son humanité mourante. Kosivi, tu vas bien? Tu as l'air malade. Je suis infirmière, laisse-moi t'aider. Je vais bien. Je dois y aller. Pardon, Sena. Les semaines passent et Kosivi maintient délibérément une distance physique avec Sena malgré leur relation grandissante. Il annule les dîners chez lui, évite les situations intimes, trouve des excuses pour ne pas la toucher trop longtemps. Sena, dans son innocence, ne comprend pas ce comportement étrange. Elle commence à douter, à se demander si elle lui plaît vraiment.
Mais Kosivi préfère qu'elle pense qu'il est distant, plutôt que de la livrer au monstre qui habite en lui. Chaque refus lui coûte une nuit de torture supplémentaire, mais il l'accepte pour elle. Il m'évite physiquement depuis des mois. Tu penses qu'il est gay? Peut-être qu'il est juste traditionnel. Certains hommes attendent le mariage. Sena, troublée par le comportement inexplicable de Kosivi, se confie à sa meilleure amie Ama. Comment expliquer qu'un homme qui semble l'aimer évite toute intimité physique? Ama émet l'hypothèse qu'il pourrait avoir une orientation différente ou simplement des valeurs traditionnelles strictes. Sena veut croire à cette explication rassurante. Elle ignore complètement la bataille spirituelle terrible que Kosivi mène chaque nuit pour la protéger d'un destin pire que la mort. Son amour pour lui grandit, ignorant qu'il se sacrifie dans la douleur pour préserver son innocence et sa lumière intérieure. Kosivi suit discrètement Sena à la clinique communautaire gratuite où elle fait du bénévolat pendant ses jours de congé. Il la voit soigner les enfants des quartiers pauvres, donner de ses propres médicaments aux personnes âgées qui ne peuvent pas payer, consoler les mères désespérées avec une tendresse infinie. Chaque geste révèle une âme vraiment belle, incorruptible, pure. Pour la première fois depuis des années, Kosivi pleure de vraies larmes. Il réalise qu'il est tombé amoureux, véritablement et profondément amoureux. Mais cet amour est une torture car il sait ce qu'il est devenu. Dans son désespoir, Kosivi retourne voir Mama Ayele, sa grand-mère qui l'a élevé avec amour malgré la pauvreté. Il s'effondre devant elle, pleurant comme un enfant perdu. Sans révéler les détails horribles du pacte démoniaque, il lui confie avoir commis une erreur terrible et avoir trouvé enfin un amour véritable qu'il risque de détruire. La vieille femme sage, qui a vu tant de choses dans sa longue vie, devine qu'il lutte contre des forces obscures. Elle prie pour lui rappelle que l'amour authentique possède un pouvoir rédempteur. Ces paroles plantent une graine fragile d'espoir. Sena, je t'aime vraiment. Épouse-moi, s'il te plaît, épouse-moi vite. Oui, Kosivi, je t'aime aussi, oui. Je t'aime, Sena. Kosivi prend une décision désespérée. Si le mariage est sacré, peut-être que cette union bénie protégera Sena de l'entité. Peut-être que son amour véritable pour elle peut briser d'une certaine façon le pacte maudit. C'est un pari terrible et incertain, mais c'est son seul espoir de la sauver, tout en restant près d'elle. Il la demande en mariage, avec une urgence qui la surprend, mais qu'elle attribue à la passion. Elle accepte avec joie, rêvant d'un avenir heureux ensemble. Elle ignore que son fiancé planifie ce mariage comme un dernier rempart désespéré contre les forces démoniaques qui le possèdent. Les 3 semaines suivantes sont un tourbillon de préparatifs joyeux pour Sena et de terreur croissante pour Kosivi. Les familles se rencontrent, les cérémonies traditionnelles sont organisées, la date est fixée. Sena rayonne de bonheur, anticipant leur vie commune. Mais chaque nuit, l'entité soumet Kosivi à des tortures de plus en plus violentes, enragée par sa rébellion. Elle lui promet que le mariage ne changera rien, qu'elle prendra Sena lors de la nuit de noces et la détruira encore plus cruellement pour cette résistance. Kosivi entre dans ce mariage, sachant qu'il joue sa dernière carte contre un démon implacable et affamé. Avant que le chaos du mariage ne consume tout, Kosivi accomplit son rêve le plus cher, offrir une vie digne à sa grand-mère. La femme qui vendait du gari dans la poussière pour quelques francs habite maintenant une belle maison à étages avec jardin fleuri. Une Toyota rutilante avec chauffeur personnel l'attend pour chaque déplacement. Des domestiques s'occupent d'elle quotidiennement. Les larmes de Mama Ayele effacent momentanément toutes les horreurs du pacte. Si tout ce cauchemar permet au moins cela, peut-être n'était-ce pas entièrement vain. Chaque matin, Mama Ayele se réveille encore incrédule dans sa chambre confortable à l'étage, celle avec la vue sur les collines verdoyantes de Tsevier. Les voisins qui la regardaient autrefois avec pitié viennent maintenant lui rendre visite avec respect. Elle n'a plus à vendre du gari sous le soleil brûlant. Quand elle veut aller au marché, c'est son chauffeur personnel qui l'y conduit dans sa belle voiture climatisée. Les prières qu'elle a récitées pendant des décennies semblent enfin exaucées. Elle ignore le prix terrible que son petit-fils a payé pour cette prospérité apparente. À 1 semaine du mariage, Sena essaie sa robe de mariée, une création magnifique mêlant dentelle blanche et motifs africains traditionnels. Son reflet dans le miroir lui montre la femme la plus heureuse du monde. Sa mère pleure de joie en arrangeant le voile, fière de voir sa fille épouser un homme bon et prospère. Ama capture chaque moment précieux avec son téléphone.
Senna rêve de leur nuit de noces, de leur vie ensemble, des enfants qu'ils auront. Elle ne sait pas que ces rêves innocents sont au cœur d'une bataille spirituelle où son âme même est l'enjeu suprême. Les derniers préparatifs avancent à un rythme effréné. Le restaurant élégant que Kosivi a réservé est transformé en salle de réception féerique avec chandeliers de cristal et décoration florale blanche. Senna déborde d'enthousiasme, approuvant chaque détail avec des exclamations joyeuses. Mais Kosivi ne voit plus la beauté autour de lui. Ses nuits sont devenues un enfer constant de tortures démoniaques. Il ne dort presque plus, mangeant à peine, survivant uniquement grâce à sa détermination désespérée de protéger celle qu'il aime. Chaque sourire qu'il force pour elle lui coûte un effort immense. La cérémonie traditionnelle de fiançailles unit les deux familles dans la joie et le respect des coutumes ancestrales Ewe. Kosivi, vêtue d'un riche kent, présente les cadeaux rituels sous les yeux attendris de Mama Ayele, qui ne peut contenir ses larmes de fierté. Son petit-fils orphelin et misérable épouse maintenant la fille d'une famille respectable. Les anciens versent les libations et invoquent les bénédictions des ancêtres. Kosivi prie silencieusement que ces bénédictions soient réelles, qu'elle puisse créer un bouclier spirituel autour de Senna. Mais dans son ombre, l'entité ricane de ces rituels qu'elle considère impuissants face à son pouvoir démoniaque. La veille du mariage, l'entité se manifeste avec une puissance terrifiante qu'elle n'avait jamais déployée auparavant. Les murs tremblent, l'air gèle, les objets volent à travers la pièce. Le démon rugit sa rage contre cette rébellion intolérable. Il exige Senna comme prix de la nuit de noces, menaçant de tuer Kosivi et de dévorer l'âme de Senna sans intermédiaire. Mais quelque chose a changé en Kosivi. L'amour véritable lui donne un courage qu'il n'a jamais possédé. Il se lève face au monstre, tremblant mais résolu. Il mourra plutôt que de sacrifier celle qu'il aime véritablement. Mon frère, tu es sûr que ça va? Tu as l'air malade. Juste le stress du mariage. Aujourd'hui, tout change. Le matin du grand jour, Kosivi enfile son costume de mariage blanc immaculé avec des mains qui ne cessent de trembler. Son reflet dans le miroir révèle un homme transformé par des mois de torture spirituelle. Joues creuses, yeux cernés, teint pâle malgré sa peau noire. Son témoin s'inquiète visiblement, mais Kosivi attribue tout au stress normal. En vérité, il n'a pas fermé l'œil de la nuit, préparant mentalement son ultime résistance. Aujourd'hui, il va épouser la femme qu'il aime. Et ce soir, il devra faire le choix définitif qui scellera leurs deux destins à jamais. Sous les voûtes sacrées de l'Église catholique, devant Dieu et leur famille réunie, Kosivi et Senna deviennent officiellement mari et femme. Les vitraux projettent des rayons de lumière colorés sur leur visage au moment où le prêtre prononce les paroles sacramentelles. Mama Ayele sanglote de bonheur au premier rang, voyant son petit-fils accomplir ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. Quand Kosivi embrasse Senna, il met dans ce baiser tout l'amour véritable qu'il ressent, priant secrètement que cette union bénie crée une protection divine autour de son épouse. Les cloches sonnent joyeusement, ignorant la tempête surnaturelle qui approche inexorablement. La réception se déroule dans une atmosphère de célébration pure et joyeuse. Les invités dansent, les familles se mêlent, les discours émouvants se succèdent. Mama Ayele, dans sa belle tenue, danse avec une énergie que personne ne lui connaissait, rajeunie par le bonheur. Senna rayonne, persuadée que sa vie parfaite commence enfin. Mais Kosivi observe le soleil descendre à travers les fenêtres avec une terreur grandissante. Chaque minute qui passe le rapproche de la nuit fatale, de la confrontation finale avec l'entité qui réclame son dû. Il danse avec son épouse, savourant peut-être leur dernier moment d'innocence ensemble. La nuit de noces tant attendue arrive enfin. Senna, légèrement ivre de champagne et d'amour, guide son nouveau mari vers leur suite nuptiale décorée de pétales de roses et de bougies romantiques. Elle ne voit pas la terreur absolue dans les yeux de Kosivi, attribuant son hésitation à la nervosité du marié. Mais lui voit parfaitement l'ombre massive aux yeux de braise qui l'essuie à l'intérieur, prête à réclamer son festin. La porte se ferme. Le moment de vérité est arrivé. Kosivi doit choisir, condamner sa femme ou trouver une autre issue, quel qu'en soit le prix pour lui-même. Mon mari, viens me rejoindre, n'aie pas peur. Attends, Senna, j'ai besoin d'un moment. Dans la suite nuptiale parfumée de roses et illuminée de bougies, Senna attend son mari avec tout l'amour et le désir d'une jeune épouse innocente.
Elle ne comprend pas pourquoi Kosivi reste figé près de la porte, pourquoi il refuse de la rejoindre sur le lit conjugal. L'entité démoniaque, massive et affamée, pulse d'impatience derrière lui, ses yeux de braise fixés sur la proie qu'elle attend depuis des mois. Kosivi sent le monstre pousser contre sa conscience, essayant de prendre le contrôle comme il l'a fait avec toutes les autres. Mais cette fois, il résiste avec chaque fibre de son être. Kosivi, qu'est-ce qui t'arrive? Reste loin de moi, j'attends-y! L'entité attaque avec une violence inouïe, tentant de forcer le contrôle du corps de Kosivi comme elle l'a fait lors de chaque victime précédente. Mais l'amour véritable que Kosivi porte à Senna lui donne une force de résistance qu'il n'a jamais possédée auparavant. Il s'effondre à genoux, hurlant de douleur, tandis que le démon et lui se battent pour la possession de son corps. Senna, terrifiée et confuse, veut l'aider, mais il la repousse pour la protéger. Les lumières clignotent, les meubles tremblent sous l'intensité de cette bataille spirituelle invisible aux yeux ordinaires. La chambre nuptiale devient un champ de bataille surnaturel. Kosivi rampe vers la porte, son corps se convulsant entre sa volonté et celle du démon qui tente de le posséder complètement. Un de ses yeux brille d'un rouge infernal, tandis que l'autre reste désespérément humain, fixé sur Senna avec un amour déchirant. Elle pleure contre le mur, incapable de comprendre ce cauchemar qui déchire sa nuit de noces. Mais c'est précisément cet amour, ce désir de la protéger à tout prix, qui donne à Kosivi la force surhumaine de résister à une entité qui ne connaît pas l'échec. Avec un effort surhumain, Kosivi arrache le contrôle de son corps à l'entité juste assez longtemps pour fuir la suite nuptiale. Il court pieds nus dans le couloir de l'hôtel, laissant derrière lui son épouse en larmes, qui ne comprend pas pourquoi son mari la fuit lors de leur nuit de noces. Chaque pas l'éloigne d'elle et de la tentation de la livrer au démon. Senna s'effondre dans le couloir, robe de mariée étalée autour d'elle comme un linceul blanc, sanglotant de confusion et de chagrin. Cette fuite lui brise le cœur, mais c'est le seul moyen que Kosivi a trouvé pour préserver son âme innocente. Sur le toit de l'hôtel, Kosivi contemple la ville de Lomé qui scintille innocemment en contrebas. Le vide l'appelle, promettant une fin à cette torture interminable. Mais l'entité démoniaque ricane derrière lui, révélant une vérité horrible. Même sa mort ne protégera pas Senna. Libéré de son hôte, le démon la traquera directement, sans intermédiaire pour adoucir son attaque. Kosivi réalise avec horreur qu'il n'y a pas d'échappatoire simple. Ni la fuite, ni la mort ne sauveront celle qu'il aime. Il doit trouver une autre solution, un sacrifice différent, un moyen de briser ce pacte infernal une fois pour toutes. Face à l'entité qui se manifeste pleinement dans toute son horreur, Kosivi prend la décision la plus courageuse de sa vie. Il offre un nouveau marché, son âme complète, sa vie entière, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est, en échange de la libération éternelle de Senna. Pas une victime parmi d'autres, mais un sacrifice total et définitif. Le démon, intrigué par cette offre inhabituelle, considère la proposition. Une âme donnée volontairement par amour possède une puissance particulière, bien plus savoureuse que des essences volées. C'est le genre de sacrifice qui pourrait effectivement sceller un nouveau pacte. Kosivi s'agenouille devant le démon et accepte son destin avec une paix qu'il n'a pas connue depuis des années. Le nouveau pacte est scellé, son âme complète, librement donnée par amour, en échange de la protection éternelle de Senna contre toutes les forces obscures. L'entité, satisfaite de ce festin volontaire, bien plus précieux que des essences volées, accepte. La lumière dorée de l'essence vitale de Kosivi commence à quitter son corps. Il murmure des adieux silencieux à sa femme, qu'il ne touchera jamais, à sa grand-mère, qui l'attend dans sa belle maison. Son sacrifice est complet et absolu. C'est l'acte d'amour le plus pur qu'il ait jamais accompli. Pendant que Kosivi scelle son sacrifice sur le toit, Senna le cherche désespérément à travers tout l'hôtel. Sa robe de mariée blanche traîne dans les couloirs, tandis qu'elle frappe à chaque porte, vérifie chaque recoin, appelle son nom avec une voix brisée par les sanglots. Le personnel de l'hôtel tente de l'aider, mais Kosivi a disparu sans laisser de traces. Elle finit par retourner seule dans la suite nuptiale, s'asseyant parmi les pétales de rose et les bougies éteintes, serrant contre elle la veste abandonnée de son mari. Elle ne comprend pas. Comment leur plus beau jour est-il devenu ce cauchemar inexplicable? À l'aube du jour suivant son mariage, Kosivi est retrouvée dans son appartement, allongée paisiblement sur son lit, vêtue de son costume de mariage blanc immaculé, comme s'il s'était simplement endormi pour ne jamais se réveiller.
Son visage porte une expression de paix qu'il n'avait pas connue depuis le jour du pacte infernal. Sur l'oreiller à côté de sa tête, une enveloppe blanche porte le nom de Senna, écrit de sa main tremblante. Le sacrifice est accompli. L'entité a pris ce qui lui était dû, mais Senna est libre pour toujours. Kosivi est mort comme il a choisi de mourir, en protégeant celle qu'il aimait véritablement. La découverte du corps de Kosivi déclenche une douleur inimaginable. Senna, encore vêtue de sa robe de mariée froissée, s'effondre à genoux en hurlant, secouant le corps sans vie de l'homme qu'elle a épousé il y a seulement quelques heures. Mama Ayele, alertée par la famille, arrive pour découvrir son petit-fils adoré mort le lendemain de son mariage. Ses cris de douleur résonnent dans tout l'immeuble. Dans sa main tremblante, Senna tient la lettre qui porte son nom, cette lettre qui contient des vérités impossibles qu'elle n'est pas encore prête à lire. 2 femmes brisées pleurent ensemble l'homme qu'elles aimaient. Les autorités envahissent l'appartement de Kosivi, transformant la scène de son sacrifice en enquête officielle. Le médecin légiste examine le corps avec perplexité. Aucune blessure, aucun poison détectable, aucune cause de mort apparente. Juste un jeune homme en parfaite santé apparente qui s'est simplement éteint paisiblement. Senna refuse de lâcher la lettre malgré les demandes de la police. C'est le dernier cadeau de son mari. Ses dernières paroles, et elle sait instinctivement qu'elle doit la lire seule, loin des regards officiels. Quelque chose lui dit que cette lettre contient des vérités que le monde ordinaire ne peut pas comprendre. La morgue de l'hôpital de Lomé accueille les 2 femmes qui aimaient le plus Kosivi au monde. Mama Ayele, obligée d'identifier officiellement le corps de son petit-fils adoré, sort de la salle brisée comme jamais auparavant. Elle, qui a survécu à la pauvreté, à l'abandon, à la maladie, n'était pas préparée à survivre à cela. Senna la suit, fantôme en robe noire, tenant toujours cette lettre qu'elle n'a pas encore trouvé le courage d'ouvrir. Les 2 femmes s'étreignent dans ce couloir froid et impersonnel, unies par leur amour pour un homme qui leur a été arraché trop tôt, de façon trop mystérieuse. La belle maison à étages que Kosivi avait construite avec tant de fierté pour sa grand-mère devient une prison de chagrin. Mama Ayele reste assise pendant des heures dans le fauteuil confortable, fixant la photo de son petit-fils encadré au mur. La voiture rutilante reste garée, le chauffeur attend des trajets qui ne viendront jamais, la domestique prépare des repas qui restent intouchés. Toute cette richesse qui lui semblait miraculeuse il y a quelques jours semble maintenant vide, sans valeur. Qu'importe une belle maison quand celui qui vous l'a offerte ne peut plus jamais franchir son seuil vivant. 3 jours après la mort de Kosivi, Senna ne peut plus porter le poids de cette lettre non lue. Elle quitte Lomé sans prévenir personne, conduisant jusqu'à une plage isolée de la côte togolaise où personne ne la connaît. Elle a besoin de solitude absolue pour affronter les dernières paroles de son mari. Le soleil descend sur l'Atlantique, tandis qu'elle marche pieds nus dans le sable, tenant cette enveloppe qui brûle dans ses mains depuis des jours. Elle s'installe sur un rocher face à l'océan infini, respire profondément et commence finalement à ouvrir ce dernier cadeau de l'homme qu'elle aimait. Les mains tremblantes de Senna déplient les pages couvertes de l'écriture de Kosivi. Les premiers mots confirment ses pires craintes. Il savait qu'il allait mourir. Ce n'était pas un accident, pas une maladie soudaine, mais un choix délibéré. Ses yeux parcourent les lignes avec une appréhension croissante, tandis que Kosivi commence à raconter son histoire, la vraie histoire, celle qu'il n'a jamais pu lui avouer de vive voix. Son enfance misérable, son désespoir, sa marche vers la forêt sacrée avec une corde. Et puis, les mots deviennent plus sombres, parlant de choses impossibles, de pactes démoniaques et de victimes innocentes. Les révélations de la lettre dépassent tout ce que Senna aurait pu imaginer. Son mari, l'homme qu'elle croyait connaître, avoue avoir conclu un pacte avec une entité démoniaque dans un moment de désespoir. 6 femmes ont été ses victimes, leurs essences vitales dévorées, leur vie détruite par sa main possédée. Elle lit les noms qu'il a écrits. Essi, Mawena, Adjoa, Kokuvi et 2 autres. Mais ensuite viennent les mots qui changent tout. Son refus de la sacrifier, les tortures qu'il a endurées chaque nuit pour la protéger, l'amour véritable qui lui a donné la force de résister à un démon. Elle comprend enfin pourquoi il fuyait son contact, pourquoi leur nuit de noces a viré au cauchemar. Les dernières pages de la lettre révèlent l'ultime sacrifice de Kosivi. Il raconte sa confrontation finale avec l'entité sur le toit de l'hôtel, le nouveau pacte qu'il a proposé.
son âme complète et volontaire en échange de la protection éternelle de Senna. Il explique que sa mort n'était pas un suicide de désespoir, mais un acte d'amour pur, la seule façon de la libérer pour toujours des griffes démoniaques. Senna s'effondre dans le sable mouillé, hurlant son nom vers le ciel qui s'assombrit. Elle est dévastée, mais quelque chose d'autre émerge à travers sa douleur. La compréhension que son mari l'a aimée d'un amour si profond qu'il a sacrifié son existence éternelle pour elle. Pardonne-moi d'avoir été si pressé à signer ce pacte. Je t'aime éternellement. Je te pardonne, mon amour. Merci de m'avoir sauvée. Sous la lune qui s'élève sur l'océan Atlantique, Senna reste assise dans le sable, épuisée d'avoir pleuré toutes les larmes de son corps. Elle relit les dernières lignes où Kosivi implore son pardon pour avoir été aveuglée par le désespoir au point de signer un pacte avec les ténèbres. Elle comprend maintenant pourquoi un homme apparemment si fortuné portait toujours cette tristesse dans ses yeux, pourquoi il ne semblait jamais vraiment heureux malgré sa richesse. Elle caresse les mots de sa main, touche son alliance et murmure au vent le pardon qu'il demandait. L'horreur de la vérité s'accompagne d'une paix étrange. Elle a été aimée d'un amour plus grand que la mort elle-même. Le lendemain, Senna se rend chez Mama Ayele avec un objectif difficile, partager la vérité avec la femme qui a élevé Kosivi. Elle ne peut pas lui montrer la lettre entière. Les détails des victimes et du pacte démoniaque seraient trop dévastateurs pour son cœur fragile. Mais elle lui doit une explication, une raison de comprendre pourquoi son petit-fils est mort. Elle s'agenouille devant la vieille femme, prend ses mains usées par des décennies de travail et commence à raconter une version adoucie de la vérité. Kosivi avait fait une erreur terrible dans sa jeunesse désespérée, et il est mort en héros pour protéger ceux qu'il aimait. Dans l'étreinte de ces deux femmes brisées, quelque chose commence à guérir. Mama Ayele, avec la sagesse de ses années, confie avoir toujours senti que son petit-fils portait un fardeau invisible, une ombre sur son âme qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle accepte la vérité simplifiée que Senna lui offre. Kosivi a fait des erreurs par désespoir, mais son amour véritable l'a racheté à la fin. Elle serre sa belle-fille contre elle, reconnaissante qu'une femme aussi bonne ait croisé le chemin de son garçon torturé. Ensemble, devant la photo de Kosivi qui les observe depuis le mur, elles commencent le long chemin du deuil et de la guérison, unies par l'amour d'un homme qui les a aimées toutes les deux jusqu'à la mort. Tout Lomé semble s'être rassemblé pour les funérailles de Kosivi. Des centaines de personnes envahissent l'église catholique et ses alentours. Collègues de travail en costume sombre, hommes d'affaires qui l'avaient impressionné, mais aussi les habitants modestes de Tsevier, venus honorer le fils du quartier qui avait réussi. Le corbillard noir couvert de fleurs blanches avance lentement à travers la foule respectueuse. Personne ne connaît la vraie raison de sa mort. Les murmures parlent de crise cardiaque soudaine, de malédiction, de tragédie inexplicable. Seules deux femmes présentes connaissent la vérité terrible et sacrée. À l'intérieur de l'église, la messe funéraire se déroule dans une atmosphère de recueillement profond. Le cercueil blanc de Kosivi repose devant l'autel, couvert de fleurs et entouré de cierges. Le prêtre prononce les paroles sacrées, demandant à Dieu d'accueillir cette âme dans sa miséricorde. Au premier rang, Senna maintient une façade de dignité derrière son voile noir, mais ses mains tremblent sur celles de Mama Ayele qui s'appuie contre elle, trop faible pour se tenir seule. La jeune veuve porte un double fardeau. Son propre chagrin et la responsabilité de soutenir la grand-mère dévastée. Le chœur chante des hymnes qui résonnent sous les voûtes sacrées. Senna monte à l'ambon pour prononcer l'éloge funèbre de son époux d'un jour. Sa voix tremble, mais ne se brise pas tandis qu'elle parle de l'homme qu'elle a connu. Sa gentillesse cachée derrière la richesse, son amour dévoué pour Mama Ayele, sa générosité envers ceux qui l'aimaient. Elle choisit ses mots avec soin, ne révélant rien du pacte démoniaque, mais laissant transparaître une vérité plus profonde quand elle parle d'un amour qui sacrifie tout. Ceux qui l'écoutent pensent qu'elle parle métaphoriquement. Seule Mama Ayele comprend le poids réel de ses paroles. Senna termine en regardant le cercueil, murmurant un pardon que seul Kosivi, où qu'il soit, peut entendre. Le cortège funèbre serpente à travers les allées du cimetière de Lomé, passant devant des tombes ornées de fleurs et de photos de défunts. Les porteurs en costume sombre avancent avec le cercueil blanc sur leurs épaules, suivis du prêtre et de la famille immédiate.
Sena marche avec une dignité remarquable, soutenant Mama Ayele dont les jambes menacent de céder à chaque pas. La vieille femme murmure que c'est elle qui devrait être dans ce cercueil, pas son petit-fils de 25 ans. Le soleil brille avec une indifférence cruelle sur cette scène de deuil. Les oiseaux chantent dans les palmiers, comme si le monde ne venait pas de perdre un homme qui s'était sacrifié par amour. Le moment le plus déchirant arrive lorsque le cercueil commence sa descente dans la terre. Mama Ayele, incapable de supporter cette finalité, se libère des mains qui la retiennent et se jette vers la fosse ouverte, hurlant le nom de son petit-fils, tendant les bras vers le cercueil qui disparaît. Les proches la rattrapent juste à temps, la tirant en arrière tandis qu'elle sanglote de façon incontrôlable. Sena, puisant dans une force qu'elle ne savait pas posséder, s'avance calmement et jette une rose blanche sur le cercueil de son mari. La fleur atterrit sur le bois blanc au moment où il touche le fond de la tombe. Un adieu silencieux, chargé de tout l'amour et le pardon qu'elle porte dans son cœur brisé. Quand tous les autres sont partis, Sena reste seule devant la tombe fraîche de son mari. Les fleurs et les couronnes couvrent le monticule de terre sous lequel repose désormais l'homme qu'elle a épousé il y a seulement quelques jours. Elle s'agenouille, pose sa main sur la terre encore meuble et parle à Kosivi comme s'il pouvait l'entendre. Elle lui promet de vivre pleinement, de ne pas gâcher le sacrifice qu'il a fait pour elle. Elle promet d'honorer sa mémoire, de prendre soin de Mama Ayele, de transformer cette tragédie en quelque chose de significatif. Elle touche son alliance, l'embrasse, puis se relève lentement, sachant qu'elle doit continuer à vivre, même si une partie d'elle restera toujours enterrée ici. Une semaine après l'enterrement, le salon de Mama Ayele s'est transformé en sanctuaire dédié à la mémoire de Kosivi. Des photos de lui à tous les âges ornent chaque surface, entourées de bougies qui brûlent jour et nuit selon la tradition. La vieille femme a vieilli de 10 ans en quelques jours, refusant de manger, dormant à peine, passant ses heures à fixer les images de son petit-fils perdu. Sena a pris sur elle de s'occuper de sa belle grand-mère, venant chaque jour lui apporter des repas qu'elle refuse, l'obligeant à boire, lui tenant compagnie dans ce deuil insupportable. Les rôles sont inversés. C'est maintenant la jeune veuve qui prend soin de l'ancienne. Sena prend une décision qui demande un courage extraordinaire. Retrouver et aider les 6 victimes de Kosivi, ces femmes dont les vies ont été détruites par le pacte démoniaque de son mari. Utilisant les noms mentionnés dans la lettre, elle les localise une par une. La première est Essie, l'ancienne mannequin, maintenant internée en psychiatrie, son esprit brisé. Sena entre dans sa chambre sans savoir si elle sera rejetée ou acceptée. Elle parle doucement à cette femme qui ne la connaît pas, promettant simplement d'être là, de l'aider à guérir. C'est sa façon d'honorer le sacrifice de Kosivi, réparer ce qu'il a détruit, ramener la lumière là où il a semé les ténèbres. Au fil des semaines et des mois, Sena consacre son temps libre à aider les 6 victimes du pacte démoniaque. Elle rend visite à Mawena, l'ancienne avocate, l'aidant à trouver un emploi modeste pour reconstruire sa vie. Elle apporte de la nourriture à Adjoa, la chanteuse dont la voix a été volée, maintenant réduite à survivre dans un logement misérable. Elle prie avec Kokuvi, l'ancienne tortionnaire d'école, maintenant elle-même brisée et repentante. Chaque petite victoire, chaque sourire retrouvé, chaque étincelle de vie ranimée devient une offrande à la mémoire de Kosivi. Sena transforme la culpabilité posthume de son mari en acte concret de rédemption et de guérison. 6 mois après la tragédie, la vie a repris ses droits malgré la douleur persistante. Le tombeau de Kosivi est maintenant marqué d'une belle pierre de marbre portant sa photo et ses dates trop courtes, 1998-2023. Sena, vêtue de blanc plutôt que de noir, signe de son deuil qui évolue, vient régulièrement fleurir la tombe et prier pour son âme. Mama Ayele, qui a retrouvé des forces grâce aux soins dévoués de sa belle petite fille, l'accompagne parfois, s'appuyant sur sa canne. Les 2 femmes ont trouvé un réconfort mutuel dans leur chagrin partagé. Le sacrifice de Kosivi n'a pas été vain. Sena est protégée, les victimes guérissent lentement et l'amour continue de vivre dans les cœurs de celles qui l'ont connu. 2 ans après la mort de Kosivi, Sena a repris une vie normale en apparence. Elle travaille toujours comme infirmière, continue de visiter les victimes qui guérissent lentement et veille sur Mama Ayele. Ce soir, une collègue l'a convaincue d'assister à un gala de charité pour l'hôpital. Elle se sent déplacée parmi ces gens élégants jusqu'à ce qu'un homme s'approche avec un sourire sincère qui ne demande rien. Yao est directeur d'une entreprise de construction éthique, connue pour son honnêteté dans un milieu souvent corrompu.
Il remarque son alliance mais ne pose aucune question, respectant instinctivement une douleur qu'il ne comprend pas encore. Les mois qui suivent leur rencontre voient naître une amitié douce et patiente entre Senna et Yao. Il ne la presse jamais, ne demande jamais pourquoi elle porte toujours cette alliance, ne force jamais une intimité qu'elle n'est pas prête à donner. Il l'invite simplement à déjeuner, à des promenades sur la plage, à des conversations qui durent des heures. Senna découvre en lui quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment connu. Un homme honnête, patient, sans secret sombre ni démon caché. Pour la première fois depuis la mort de Kosivi, elle commence à rire vraiment, à imaginer un avenir qui ne soit pas uniquement fait de deuil et de culpabilité partagée. Le moment le plus difficile pour Senna est de confesser ses sentiments naissants à Mama Ayele. Elle redoute de blesser cette femme qui a perdu son unique petit-fils, de lui sembler ingrate ou infidèle à la mémoire de Kosivi. Mais la vieille femme sage, qui a eu 2 ans pour faire son deuil et comprendre le sacrifice de son petit-fils, accueille cette nouvelle avec une joie inattendue. Elle prend les mains de Senna et lui dit que Kosivi n'a pas donné son âme pour qu'elle reste une veuve éternelle. Il l'a libérée pour qu'elle vive pleinement, qu'elle aime encore, qu'elle soit heureuse. Cette bénédiction de Mama Ayele libère Senna d'une culpabilité qu'elle portait depuis des mois. Par un soir de coucher de soleil, Senna retourne seule au cimetière pour un rituel qu'elle sait nécessaire. Yao l'attend à distance, comprenant qu'elle a besoin de ce moment d'intimité avec son passé. Agenouillée devant la tombe de marbre, Senna parle à Kosivi une dernière fois comme épouse. Elle lui dit qu'elle l'aimera toujours, que son sacrifice a changé sa vie, qu'une partie de son cœur lui appartiendra éternellement. Puis, avec des gestes lents et délibérés, elle retire l'alliance qu'elle a portée pendant plus de 2 ans et l'enterre dans la terre meuble à côté de la tombe. Ce n'est pas un oubli, mais une transition. Elle tourne la page pour commencer un nouveau chapitre. 3 mois plus tard, Senna se tient à nouveau devant un autel vêtu de blanc, prononçant des vœux de mariage. Mais cette fois, tout est différent. Son sourire est authentique, sans l'ombre d'un secret terrible. L'homme qui lui fait face la regarde avec un amour pur et simple, sans démon caché derrière ses yeux. Mama Ayele, assise au premier rang comme elle l'était au premier mariage, pleure de nouveau, mais cette fois de joie sans mélange. Quand Yao embrasse Senna pour sceller leur union, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti avec Kosivi malgré tout son amour. La paix totale, la sécurité absolue, la certitude d'un avenir sans ténèbres. 2 ans après leur mariage, Senna et Yao ont construit la vie de famille dont elles n'osaient plus rêver après la tragédie de Kosivi. Leur fils Kofi, âgé de 2 ans, a hérité de l'énergie infatigable de son père et du rire contagieux de sa mère. Leur fille Ama, 6 mois à peine, dort paisiblement dans les bras de Senna, ignorante du miracle qu'elle représente. Leur maison confortable dans un quartier résidentiel de Lomé résonne de rires d'enfants, de conversations animées, de musique et de vie. Senna regarde parfois cette existence bénie et peine à croire qu'elle lui appartient vraiment, que le bonheur est finalement possible après tant de ténèbres. La vie a trouvé son équilibre. Les dîners en famille, chez Mama Ayele, sont devenus une tradition sacrée, réunissant régulièrement les générations autour de la table généreuse de la vieille femme qui a retrouvé sa joie de vivre. Elle raconte maintenant des histoires drôles de l'enfance de Kosivi, transformant les souvenirs douloureux en anecdotes qui font rire toute la famille. Sa photo reste accrochée au mur, mais parmi d'autres photos de famille maintenant, intégrées dans la tapisserie d'une vie qui continue. Senna peut regarder cette image avec paix plutôt qu'avec douleur, honorant sa mémoire tout en vivant pleinement le présent qu'il lui a offert par son sacrifice. Non, non, c'était juste un rêve. Juste un rêve. Ils vont bien. Tout le monde va bien. Respire. Une nuit comme les autres, dans le bonheur tranquille de sa vie reconstruite, Senna est arrachée au sommeil par un cauchemar d'une intensité qu'elle n'a pas connue depuis des années. Son cœur bat follement dans sa poitrine, la sueur coule sur son front et une terreur inexplicable l'envahit. Elle regarde immédiatement le moniteur de bébé. Ses 2 enfants dorment paisiblement dans leur chambre. Yao respire doucement à côté d'elle, inconscient du tourment de sa femme. Mais quelque chose dans ce rêve était différent, plus réel, plus présent, comme un avertissement venu d'un autre monde, un monde de ténèbres qu'elle pensait avoir laissé derrière elle pour toujours. Dans son cauchemar, Senna se retrouve dans un vide ténébreux qu'elle reconnaît instinctivement comme le domaine de l'entité démoniaque qui a possédé Kosivi.
la créature émerge des ombres tourbillonnantes, ses yeux de braise fixés sur elle avec une intensité terrifiante. C'est la première fois qu'elle voit vraiment le monstre que Kosivi a affronté pour elle, la chose à laquelle il a donné son âme pour la protéger. L'entité s'approche, mais semble bloquée par une barrière invisible, le pacte de Kosivi tenant toujours. Elle gronde de frustration, rappelant à Senna qu'elle existe toujours, qu'elle n'a pas oublié la proie qui lui a échappé. Puis elle disparaît, laissant Senna tremblante dans le noir avant qu'elle ne se réveille en sursaut. Au lever du soleil, Senna comprend enfin le message de ce cauchemar. L'entité démoniaque existe toujours, quelque part dans les ténèbres, regardant, attendant, se souvenant d'elle comme la proie qui lui a échappé. Tant qu'elle restera attachée au passé, à la mémoire de Kosivi et de cette histoire sombre, elle maintiendra un lien invisible avec ce monde de ténèbres. Pour protéger ses enfants innocents et son mari aimant, elle doit tourner la page complètement. Non pas oublier Kosivi, mais cesser de vivre dans l'ombre de son sacrifice. Senna se lève avec une résolution nouvelle. Elle embrasse Yao, court vers les chambres de ses enfants qui l'appellent et choisit définitivement la lumière, le présent, la vie. Le passé est enterré avec l'alliance dans la tombe de Kosivi. L'avenir lui appartient. Ainsi s'achève l'histoire de Kosivi, ce jeune homme que la pauvreté et l'humiliation ont poussé vers un pacte avec les ténèbres. Son histoire nous enseigne que le désespoir peut nous aveugler au point de signer des contrats dont nous ne comprenons pas le prix véritable. La richesse obtenue par des moyens obscurs ne remplit jamais le vide de l'âme. Mais elle nous enseigne aussi que l'amour véritable possède un pouvoir rédempteur capable de défier même les forces les plus sombres. Kosivi, malgré ses crimes terribles, a trouvé la rédemption dans le sacrifice ultime pour celle qu'il aimait. Et Senna nous montre qu'on peut survivre aux tragédies les plus déchirantes, honorer ceux qui nous ont aimés, tout en choisissant de vivre pleinement. À vous qui lisez cette histoire, ne laissez jamais le désespoir vous conduire vers des raccourcis maudits. La patience et l'honnêteté sont des chemins plus longs, mais ils mènent vers une lumière véritable et durable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. L'histoire de Kosivi est un avertissement contre les pactes désespérés et une célébration du pouvoir rédempteur de l'amour véritable. Merci d'avoir suivi cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225 et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires inspirantes. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.